Bonjour. Donc je m'appelle Quentin Adam. Euh, j'ai la chance d'avoir un pseudo imprononçable sur Twitter, mais qui était dispo partout. Donc je suis le même pseudo partout, sauf sur Pokémon Go où quelqu'un me l'a piqué. Donc si jamais vous chopez le mec qui me l'a piqué sur Pokémon Go, ça me chauffe. Il y a beaucoup de gens qui m'ont connu parce ils m'ont vu sur YouTube, soit parce que j'ai fait des interviews en toche, soit parce que j'ai donné des confs. N'hésitez pas, il y a plein de trucs. Mais peu de gens savent ce que je fais dans la vie réelle. C'est le moment où ma remote ne marche pas. Voilà. Dans la vie réelle, en fait, je m'occupe d'une boîte qui s'appelle Clever Cloud. Clever Cloud. En vrai, si vous tapez Clever Cloud comme ça dans navigateur internet .ws, ça marche. Ça s'appelle les penny codes. Donc ce qu'on fait chez Clever Cloud, c'est une plateforme où en fait vous prenez votre code, vous faites git push et ça se déploie tout seul. Donc le déploiement c'est simple, mais on fait surtout tout le maintien en condition opérationnelle derrière. C'est-à-dire qu'on nettoie, on s'assure que c'est à jour, on collecte les logs, on backup les add-ons, on met à jour les DB, enfin on fait toutes ces conneries. Hein, Alexandre, on met à jour les DB. Il bosse avec moi, c'est pour ça. Et en fait, ça c'est assez cool parce qu'on le fournit soit sur nos infrastructures qui sont européennes et tout, on filera pas vos données à Trump, et soit on le fournit sur vos infrastructures si vous le voulez. Puis après, si vous voulez faire des trucs débiles, genre aller le déployer dans AWS, on est d'accord aussi, hein, nous, tant que vous nous donnez des sous. Voilà. Qui connaissait Clever Cloud? Qui utilise Clever Cloud? Qui a envie d'essayer Clever Cloud? Ah, ça va, c'est pas trop mal. J'ai des stylos tournevis pour ceux qui ont envie d'essayer. Ah, mais on vend ce qu'on peut, tu vois. Ok, alors j'ai une confession à vous faire. À la base, je l'ai écrit pour être une keynote de clôture. Du coup, ça commençait par la fin. Et en plus, je mettais les doors. Alors là, comme il n'y a plus que mon Mac qui le crache, en fait, ça n'a aucun effet, c'est complètement pourri. Puis en plus, c'est pas une keynote de clôture. Donc du coup, je sais pas, on va dire on fait un truc genre, on parcourt le chemin ensemble, ou je sais pas quelle connerie, mais comment j'arrête cette merde? Voilà. Euh, pourquoi c'est une keynote de clôture à la base? C'est parce que souvent, quand je vais dans les conférences, ce qui se passe, c'est que les gens, quand ils en ressortent, ont l'impression qu'à la sortie de la conférence, ils vont devoir revenir à la réalité, sortir du monde rêvé. Et en fait, il y a cette espèce de délire du ok, c'était cool tout ce qu'on m'a montré aujourd'hui, mais en vrai, moi, je vais rentrer m'occuper de mon legacy en J2E 1.4 à la maison, et du coup, ça va pas être drôle. Et en fait, cette espèce de dichotomie est quelque chose avec lequel je ne suis pas du tout d'accord. Je trouve qu'on a une responsabilité collective en tant que tech leader à devoir raconter aux gens des choses qu'ils peuvent effectivement mettre en place et à leur raconter la vérité par ailleurs. Et donc du coup, j'aime pas cette espèce de phasing où il y a des gens qui se diraient il y a des bonnes technos et puis il y a ce que je fais au quotidien qui est de la daube. La première chose, c'est que moi j'aime beaucoup mon job. Ça m'amuse énormément, j'y passe beaucoup de temps et j'aime mon job pour plusieurs raisons. C'est que d'abord, j'y tiens. C'est-à-dire que ce que je fais, c'est quelque chose sur lequel j'ai un attachement émotionnel à m'assurer que c'est une bonne chose. Et pour ça, si on y réfléchit bien, c'est un rejet d'un truc qui s'est développé au 19e siècle et qui est les fondements de la société de consommation, qui est de dire il y a 3 fois 8 heures dans une journée, il y a 8 heures de sommeil, 8 heures de travail et 8 heures de loisirs qu'on va associer à la consommation. Et en fait, tu auras souffert 8 heures pour avoir le droit de consommer 8 heures. Et moi, ça, c'est un truc que je ne l'ai jamais acheté, quoi. D'abord, j'aime pas me faire chier 1 heure ou 8. Je n'aime pas me faire chier. Ce qui fait que j'ai des relations exécrables avec la SNCF. Euh, L'autre chose, c'est que je pense que quand on demande à des gens de faire un boulot mécanique qu'ils vont subir, ils y tiennent pas et donc ils font de la merde. Et d'ailleurs, ça se voit, il y a plein de boîtes où quand tu dis aux gens, ouais, mais ça marche pas, ils disent, ouais, bon, et donc, du coup, moi, je suis extrêmement fier de ce qu'on délivre, et je suis extrêmement fier de ce qu'on fait, et je pense que l'engagement émotionnel dans ce qu'on crée est quelque chose de très important. L'autre chose, c'est que j'en ai marre d'aller dans des grandes boîtes et qu'on me dise, on est désolé, on ne fait pas encore du microservice en Go sur Kubernetes. On est désolé. Les gars, votre code, c'est du legacy, cool, tu vois, mais ça rapporte de l'argent ou ça en rapporte pas?
la boîte dans laquelle vous travaillez, elle tourne. Donc du coup, somme O, ça doit servir à quelque chose. J'en ai marre d'aller dans des boîtes où les gens ont honte. Si vous prenez la plupart des gens qui boitent dans des boîtes du CAC 40, vous vous retrouvez avec des gens qui ont honte de leur boulot, qui ont l'impression qu'ils font de la techno de merde, etc. Et j'en ai marre de ça, parce que je pense que c'est pas vrai. Je pense qu'un soft, il est là pour de bonnes raisons et qui est en général gagner de l'argent. Et pour essayer de comprendre la mécanique qui est derrière ça, on va essayer de comprendre ce que c'est que la hype autour du code, qui est une sorte de délire dans lequel de plus en plus de gens sont, et qui, à mon avis, est destructeur pour les gens qui travaillent dans ces entreprises. La première chose à voir, c'est que le logiciel, c'est pas de l'art. C'est pas parce que tu fais du code beau que c'est un beau soft. Si vous voulez faire de l'art, faites de la peinture, de la musique, de la cuisine, éclatez-vous. Le code, c'est pas de l'art, c'est fonctionnel, c'est de l'ingénierie. Et autant les développeurs sont pour moi sujets à l'inspiration, autant ils ne font pas d'art. Il y a des fois, tu es inspiré, tu as envie d'écrire du code, tu l'écris et ça se passe très bien et tu produis très bien. Puis il y a des fois, ça ne sert à rien et à la limite, ne pas travailler serait tout à fait bénéfique puisqu'en fait, tu fais de la merde. Mais de façon très importante, il faut comprendre qu'il n'y a pas de beau code ou de mauvais code, il y a du logiciel qui marche et du logiciel qui ne marche pas. Et en fait, le logiciel, ça doit inclure un retour entier sur investissement. Une des confs que j'ai données et que vous pouvez retrouver sur YouTube, qui s'appelle « Pourquoi les comptables ont niqué l'IT », ce que j'y explique, c'est qu'en fait, aujourd'hui, beaucoup de fois, on a du logiciel qui est compté comme si on achetait des machines-outils. Tu achètes une machine-outil, tu vas la rentabiliser en 3 ans. Et en fait, c'est faux. Ce qu'il faut, c'est prendre la totalité du logiciel, plus son exploration, plus son exploitation, etc., faire un gros paquet autour, et décider que ça, c'est le coût du logiciel et ce qu'il rapporte. Et c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Le logiciel, ce n'est pas un centre de coût, c'est un centre de profit. Et si on change cette façon-là de faire, c'est une façon de faire qui est extrêmement simple à réfléchir, hein. Je vais vous donner un exemple très concret pour comprendre ce qui se passe. Vous, quand vous avez le service financier qui vient vous voir et qui vous dit « il y a un bug dans le logiciel », ouais, il y a un bug, on va essayer de comprendre. Non mais, je veux juste que ça marche, il faut juste ajouter un bouton. Et ben moi, pour les comptables, c'est la même chose. En fait, les mecs ne savent pas comment rentabiliser du soft. Et quand les mecs me demandent « mais comment on fait pour le mettre dans les cases ?» Eh mec, c'est toi le technicien des sous, j'en ai rien à branler. Démerde-toi pour le mettre dans les cases. Je veux juste que la compta soit faite. C'est des techniciens des sous, au même titre que vous êtes des techniciens de la... Il ne faut pas déphaser le truc. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que dans la plupart des boîtes, on a développé l'idée de la dette technique. C'est-à-dire que tout logiciel, quand il serait écrit, serait de la dette technique. Et ça, c'est une idée qui est complètement stupide. Il n'y a pas de dette technique. Il n'y a que de l'investissement technique. Quand vous écrivez une ligne de code, après, elle sert. Si elle sert et qu'elle rapporte plus d'argent quand elle a servi que quand elle a été, que le coût qu'elle a coûté à produire, elle est rentable. Donc c'est pas une dette, c'est un profit. Toutes choses sont des investissements. Des investissements, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Il y a des gens qui ont acheté de l'action Groupon quand elle est sortie, et ensuite dévissé de 2 x 12, je crois, son facteur, ce qu'on appelle un mauvais investissement. Et il y a des gens qui ont acheté des actions élastiques. Et ben, ces gens-là, ils ont fait une très bonne affaire, parce que l'action élastique, elle a progressé. C'est un investissement. Quand vous écrivez du code, c'est la même chose. La preuve, vous avez un soft, vous faites une migration de database. Vous écrivez le code de la migration. Ça va vous prendre 2 semaines. Parce que vous écrivez bien le code de la migration. En vrai, le code de la migration, il sera utilisé une fois. Donc la rentabilité d'utilisation de la ligne a l'air faible. Sauf que si le code de la migration est mal écrit et que vous passez 2 mois à fixer les soldes à la main ensuite dans la database, vous perdez énormément d'argent. Donc exécuter bien une fois cette ligne de code est nettement plus rentable que de ne pas écrire bien le code. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc quand vous faites du code, vous devez toujours réfléchir comme étant des investissements. C'est la fameuse histoire du POC. Vous écrivez un POC. Avec le POC, vous récupérez du budget pour écrire la version finale. C'est le moment où il faut jeter le POC. Vous ne gâchez pas de l'argent à ce moment-là. Vous économisez du temps plus tard. Donc en fait, il vaut mieux jeter les lignes de code à ce moment-là. C'est plus rentable. C'est ce qu'on appelle l'investissement technique. Et quand on fait un ROI sur un projet, il est important de faire un ROI global. C'est-à-dire que le retour sur investissement, il ne se calcule pas en disant le code qui a été produit, c'est le code plus les serveurs.
Il y a une histoire qui est absolument fabuleuse, c'est quand Facebook a commencé à être rentable. Facebook, ils avaient plein de users, et ils étaient écrits en PHP. Et PHP, entre autres sujets autour de PHP, est quelque chose qui consomme beaucoup de CPU. Et autant on a beaucoup pu dire à la JVM, tu consommes de la RAM, le truc c'est que dans le temps, ce qui s'est passé, c'est que le coût de la RAM, ça a chuté, ça coûte pas grand-chose la RAM. Et le CPU, par contre, notamment la dominance d'Intel sur le sujet, fait que le CPU c'est devenu très cher. Et à un moment, Facebook, ils avaient un revenu par utilisateur, enfin un profit par utilisateur qui était inférieur à leur gain. C'est-à-dire qu'ils avaient un revenu négatif. Plus ils avaient d'users, et même s'ils vendaient de la pub, plus ils creusaient leur dette. Et c'est là qu'ils ont fait Hip-Hop, le truc qui permettait de transformer leur PHP bricolé en C++. Je ne suis pas là pour en faire un talk technique, hein, c'est pas du tout le point. Quand ils ont mis Hip-Hop en prod, ils ont réduit drastiquement la quantité de CPU qu'ils utilisaient pour faire tourner la plateforme. Et en une nuit, Facebook est passé d'un seuil de non-rentabilité à rentable. C'est là où je vous dis, le ROI, il est global. Si vous intégrez pas, et c'est tout le point de DevOps, c'est pas que les développeurs remplacent les Ops dans une organisation, c'est que les devs et les Ops bossent ensemble et sont sur le même budget. Et donc on compte la rentabilité du projet IT global. Donc en fait, faire DevOps, où en fait vous avez les devs, les Ops, et on a créé un poste au milieu qui est les DevOps, qui vont se mettre entre les deux, et en fait ça ne rajoute juste un nouveau silo dans l'entreprise, qui est toujours un drame, c'est une mauvaise idée. Ce qu'il faut, c'est convaincre le directeur de la prod et le directeur des projets de fusionner leur budget. Et alors là, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Du coup, toutes ces questions-là nous passent à un point qui est comment on fait de bons choix techniques. Si la hype ne doit pas conduire nos choix, mais qu'on doit poser nos choix sur des idées rationnelles de rentabilité du logiciel qu'on produit, le logiciel étant lui-même une machine à produire de l'argent qu'on crée au service de notre organisation, ou pour la faire rapide, au 19e siècle, on avait des moteurs, on a industrialisé le muscle humain. Vous arrivez au 20e siècle et l'ordinateur, on est en train d'industrialiser le cerveau humain. Donc en fait, on est en plein air industriel. Donc ce qui se passe quand on doit faire des bons choix techniques, c'est que la première chose à faire à propos des choix, c'est de comprendre que l'humain n'est pas rationnel. Je n'ai jamais vu... Ça doit faire mal. Hein. Je crois que je l'ai chopé sur le compte Twitter des Darwin Awards. De toute façon, il n'y a plus d'essence. Mais l'humain n'est pas rationnel, et ça implique quelque chose, c'est que les choix qu'on fait ne sont jamais rationnels. La façon dont un humain choisit un truc est non rationnelle. Pourquoi, quand vous allez à Carrefour, vous allez acheter l'Energy Drink Discount Carrefour ou la Red Bull? Ça sort de la même usine. Mieux, vous allez à Paris, vous allez au Leclerc, vous achetez du Tarama top budget, vous allez chez Fauchon, c'est le même produit. Il y a eu un reportage, c'est une sorte de la même usine. Les gens qui achètent le Tarama chez Fauchon, ils ne sont pas en train de manger un bon Tarama, ils sont en train de manger leur argent. La raison qui guide un choix, une décision, et notamment une décision d'achat, est tout sauf rationnelle. Et notamment, le prix n'est pas une question de coût, mais est une question de marketing. Le prix fait partie du positionnement d'un produit. Quand on fait un choix technologique, les choses qui nous poussent à faire ça sont extrêmement émotives. Et l'une des premières choses à voir, c'est que la plupart des choix technologiques qui ont été faits ces dernières années dans l'IT, et notamment en France, sont des choix drivés par « si je choisis IBM, personne ne pourra me virer ». C'est tellement vrai qu'il y a des boîtes dont c'est devenu le business. Vous prenez Gartner. Bon, Gartner n'a jamais prédit l'avenir. Pour être tout à fait franc, il y a un chercheur du MIT qui était exécré par Gartner, qui a fait une expérience où il a pris des choix technologiques passés de 10 ans de Gartner et il a filé la demande de prédiction à une bande de chimpanzés. Et il s'avère que les chimpanzés avaient plus raison que le Gartner à 10 ans. Mais penser que Gartner prédit la vérité est une contre-intuition. Le boulot de Gartner, c'est que quand tu es un exécutif de haute boîte et que tu vas voir Gartner, tu lui dis, je pense qu'on va faire ce choix-là, est-ce que tu as une étude qui le prouve? Gartner va faire une étude qui prouve que ton choix est le bon. Comme ça, quand ton projet ira au tas, tu pourras dire, ouais, mais attends, j'étais dans le Gartner. C'est une assurance pour membres du conseil d'administration de grosses boîtes. Mais ça n'a jamais été des gens qui prédisaient l'avenir.
Donc ça, c'est important de comprendre que c'est une émotion. La seconde chose, c'est que tout le monde compare son interne à l'externe des autres. Tout le monde compare ses petits problèmes du quotidien, sa code base un peu crappie, à Apple qui monte sur scène et qui te déclare que son OS est le plus utilisé qui ait jamais été utilisé sur mobile. Et une conf marketing extrêmement bien faite. Vous ne connaîtrez jamais la réalité de l'interne des boîtes autres. Par contre, passez votre temps à comparer votre interne à l'externe des autres, c'est stupide. C'est le principe même de la folie. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous comparez l'image qu'on veut refléter à la réalité. Ça arrive, hein. Il y a plein de gens qui font ça. Mais il faut absolument éviter de faire ça. Et notamment, il y a plein de gens qui me disent on doit plus bosser comme les boîtes de la Silicon Valley, Airbnb, Google, tous ces grands leaders. Je vais vous parler d'un projet IT dont vous avez peut-être entendu parler récemment. C'est un projet, c'est fait dans une grosse boîte. Vous êtes obligé d'utiliser le framework maison pour le coder. Les décisions prises sur le produit sont prises entre VP, c'est éminemment politique. Le projet avait une faille de sécurité monstrueuse qui a exposé toutes les données de tous les utilisateurs pendant 8 mois et ça a été planqué sous le tapis. Et pour finir, il y avait guerre entre différents vice-présidents dans la boutique et il y en a celui de la Sécu a gagné et le produit n'a même pas été corrigé, il a été shut down. Et vous me dites, ça doit être un produit genre Orange Bank ou je ne sais quelle autre connerie de grand groupe. Je viens de vous parler de Google+. Bosser à la Google, ça veut dire bosser comme dans une boîte de 85 000 employés qui, comme toutes les boîtes de 85 000 employés, fait de la merde sur plein de produits, a des problèmes d'organisation, le management qui fait de la politique, etc. Les grands géants du web qui aujourd'hui vous disent « Tu n'as pas été recruté chez Google, donc tu es un mauvais, mais tu as le droit d'utiliser nos technologies », pratiquent ce que j'appelle le marketing de la honte. Tu travailles mal, tu travailles mal, mais tu as le droit d'utiliser un peu de notre fame, un peu de la façon dont nous on a de travailler. Et là, ils vous disent, regarde, utilise Angular. Vous avez déjà vu un projet de chez Google qui utilise Angular, vous ? Pire, le marketing technologique est devenu un truc de tel niveau qu'on se retrouve dans des cas aberrants. Facebook, ils font beaucoup de time series. Donc la time series DB, c'est un format de DB NoSQL qui permet de stocker de la donnée dans le temps et dont on sert notamment pour tout ce qui est monitoring ou tout ce qui est tracking GPS quand vous faites des trucs comme Uber, etc. On utilise beaucoup de time series DB. Et c'est un sujet qui est très hot parce que le monitoring, y compris appliqué au business, c'est un sujet hyper chaud. Donc tout le monde se fight un peu technologiquement là-dessus. Facebook, ils ont sorti un truc qui s'appelle Beringue. Beringue, c'est un produit de time series DB. Et ils ont sorti un papier avec Beringue. Et ils ont sorti du code avec Beringue. Et tout le monde s'excitait dessus. Puis à un moment, il y a un mec qui a vraiment testé le truc. Tu vois. Papier, code, c'est pas du tout la même chose. Et en fait, en discutant avec les mecs du projet, il s'avère que le papier, il a été écrit d'après le code à la va-vite, et que le mec, en fait, n'a pas compris comment ça marchait, et puis du coup, il a pris des raccourcis, quoi. Et c'est devenu un pataquès sur les issues, et ils ont fini par complètement retirer le projet de GitHub. Parce que de toute façon, c'est pas ce qui était employé en interne, comme ils nous l'ont avoué après. Comment vous expliquer ? C'est du marketing. Quand les mecs de Google vous disent « on utilise gvisor en production », oui et non. gvisor, le principe est de faire un système d'interruption de call pour tracer tous les calls qui sont faits entre le kernel et votre applicatif, et de mettre un proxy au milieu qui va prendre des décisions. C'est un principe. Il y a plein de choses que vous pouvez coder là-dessus. gvisor en prod, pour faire ça, utilise un process qu'on appelle ptrace, qui est un système de debug du kernel, et jamais vous lancez ptrace en production, parce que c'est pas fait pour, c'est hyper insécure, et surtout ça a des performances déplorables. Eux, en interne, ils utilisent effectivement un truc qui fait de l'indirection. Pour faire de l'indirection, ils ont implémenté des autres calls dans le kernel qui n'ont jamais été libérés, parce que le kernel c'est GPLv2, et donc Google a sa propre version avec des trucs qu'ils n'ont jamais libérés. Donc fondamentalement, oui, ils ont un proxy de call d'appel du kernel, mais c'est pas ce morceau de code-là. C'est un petit peu comme si vous disiez, nous on fait toute notre propre sur SQLite. Enfin presque, PostgreSQL, c'est la même chose. Il y a SQL dans le nom. Parce que le marketing de la honte, c'est ça. C'est cette volonté
de vous obliger à aller dans des directions technologiques parce que vous êtes que des gens qui bossaient à la... Et là, vous mettez n'importe quelle grosse entreprise française et que vous devriez avoir honte parce que vous ne bossez pas chez Amazon, chez Google, chez etc. C'est un principe marketing qui est lié à quelque chose, qui est que ces géants du web sont passés, ont changé de rôle dans nos vies. Avant, on allait voir les confs techniques de Amazon parce que c'était les mecs qui avaient créé la meilleure boutique de livres. Et donc, du coup, pour savoir comment faire un e-shop, on allait voir Amazon pour comprendre comment ils avaient fait. Ils étaient des rôles modèles. Mais aujourd'hui, Amazon, c'est un vendeur d'IT. C'est des gens qui vendent de l'IT. Et ils sont passés de ce rôle de rôle modèle à des rôles d'éditeurs et de vendeurs qui, en fait, ont pour rôle de vous vendre des choses. Et donc, c'est plus des gens sympas qui vous donnent des conseils, c'est des gens qui ont des trucs à vous vendre. Ce qui n'est pas choquant. C'est juste qu'on ne peut pas aborder leur discours marketing de la même façon. Et donc, c'est l'histoire du fameux marketing de la honte. Énormément de choix technologiques, du coup, sont drivés par des Hello World. Le Hello World, c'est la capacité à faire un choix sur « j'ai réussi à le booter en 10 minutes sur ma machine ». Il y a plein d'histoires de mauvaises décisions qui ont été prises avec ça. D'abord parce qu'en général, pour que ça marche en 10 minutes, on est obligé de faire plein de trucs sales. C'est l'histoire de Docker. On va faire un gros paquet avec tous les binaires, on fait un gros neuro, ça va bien se passer. Ça se met comment à jour? On ne sait pas. Mais tu fais Docker run, ça marche. Aujourd'hui, tu veux faire de la data, tu as plein de DB. Je vais vous donner un exemple très concret. Quand les mecs de PHP ont choisi la DB qu'ils voulaient allier à PHP il y a 15 ans maintenant, ou 20 ans, ils se sont dit on va faire le tour des bases de données open source. Et donc, ils ont fait le tour des bases de données open source. À cette époque-là, PostgreSQL était déjà devant MySQL. C'était déjà une bombe. Par contre, qu'est-ce que c'était chiant à installer? On note que c'est toujours chiant à installer, mais à l'époque, c'était encore plus chiant à installer. Dans la core dev, dans la core team des devs PHP, personne n'a été foutu de l'installer sur sa machine. Donc, un mois et demi plus tard, quand ils ont fait le point, on va prendre MySQL. Tu vois. Et c'est pas parce que c'est la meilleure DB, c'est parce qu'ils étaient incapables de l'installer sur leur machine. Ce qui n'est pas du tout la bonne décision. Enfin, tu ne prends pas une décision pour ces raisons-là. Pas sur de la big data. Quand tu fais de la big data, aujourd'hui, la meilleure solution, c'est de prendre de la Hadoop. C'est chiant comme la mort à installer sur sa machine. Tu ne vas pas prendre des décisions pour cette raison-là. Il y a un deuxième problème, c'est qu'énormément de choix sont faits par du on-dit. Qui, il y a 8 ans, avait entendu parler du « ouais, on va faire un projet OpenStack ». Qui a été dans des boîtes où il y avait un projet OpenStack? Vous n'aviez pas de boîte dans laquelle il y avait un projet OpenStack? Personne ne lève la main, c'est ouf. Tout le monde faisait de l'OpenStack à l'époque. Qui a réussi à faire de l'OpenStack aujourd'hui? Il n'y a que OVH. Mais en fait, ils ont 150 mecs qui ont réécrit tout. Donc voilà. À l'époque, OpenStack, ça ne marchait pas. Par contre, tout le monde s'excitait en disant on va faire de l'OpenStack. Et quand vous réfléchissiez, le modèle d'OpenStack lui-même t'annonçait que ça n'allait pas marcher. Vous aviez une boîte qui s'appelait Rackspace. Rackspace, c'était une entreprise qui était un hébergeur traditionnel, qui était devenu un hébergeur de cloud. Et tous les hébergeurs traditionnels avaient envie de devenir des hébergeurs de cloud. Et du coup, Rackspace leur a dit, bah, tenez, on vous donne notre logiciel, et comme ça, vous devenez tous des hébergeurs de cloud. C'est ouf, ils sont super gentils. Ou alors, vu que personne n'arrivait à booter OpenStack et que tout le monde a passé 3 ans à faire des ronds de fumée à l'intérieur, avec des moments de bravoure, hein, coucou CloudWatt, bah en fait, ça n'avait jamais été fait pour marcher. On appelle ça faire un écran de fumée. Mais c'est brillant si vous y réfléchissez bien. Parce que ça a planté tous les hébergeurs traditionnels qui voulaient faire du cloud. Sauf ceux qui avaient les moyens d'embaucher 150 gus pour retaper le bordel. Mais sorti de ça, tout le monde s'est planté sur ce projet-là. Énormément de choix technologiques sont faits par du on-dit. Le on-dit, ça n'a pas de valeur. Tester les technologies. Pour tester les technologies, il faut 1. Écrire du code avec, le faire sur un vrai projet, y compris un projet que vous allez mettre à la poubelle. Et 2, il faut lire le code. Vous avez la page feature d'un produit.
et vous avez le code de ce produit-là. L'une des raisons pour lesquelles on fonctionne chez Clever, c'est qu'on va lire le code. L'intérêt d'utiliser un framework open source, il n'est pas d'avoir du logiciel gratuit. Il est de ne pas avoir à se taper la maintenance. Quand vous jetez le framework interne, vous ne jetez pas un mauvais framework. Vous collectivisez la maintenance du framework à plusieurs. C'est ça l'intérêt. Par contre, ça veut dire qu'il faut continuer à comprendre comment ça marche. Quand on vous dit qu'une base de données open source est capable de gérer des requêtes acides en géoréplication worldwide, ok, comment elle le fait? Là, vous vous rendez compte que tout est basé sur NTP, et tu fais ok, on va pas faire ça en fait. Parce que c'est pas une bonne idée. Donc allez lire le code, essayez de comprendre intimement les logiciels que vous employez. Et mieux, vous pourrez vite devenir contributeur et ainsi améliorer le logiciel et ainsi avoir un rapport avec le logiciel qui est de compétence et pas de soumission à votre technologie. Vous devez aussi accepter de vous planter. Vous ne pouvez pas avoir raison à chaque fois. L'un des gros problèmes de l'IT, c'est que vous vous retrouvez avec des gens qui, par on-dit, vous disent on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, font monter le projet en interne, le projet devient un bras de fer, ils le gagnent, et là ils sont condamnés à ne pas pouvoir échouer. Et donc quand le projet part en cacahuète absolue, parce qu'en fait ça ne marche pas, eh ben en fait ils sont piégés. Et donc vous vous racontez pendant des années que ça marche, et puis on va remettre des couches et machin. Pour accepter l'échec, c'est qu'il faut faire des petits projets, où on évite de se faire voir dans la structure, et construire son succès. Et du coup, pour choisir ces choix techniques, je vous propose qu'on fasse ensemble le tour de 5 points importants de l'informatique. La première chose, c'est de nommer les choses. La communication interhumaine est un problème. Elon Musk, dans une interview il n'y a pas longtemps, je vous rappelle, c'est le mec qui fait des implants neuronaux, décoller des fusées, qui fait des voitures, qui règle le problème d'électricité, enfin c'est quand même pas n'importe qui, quoi. Et tu lui dis c'est quoi votre problème aujourd'hui? Et le mec vous répond bah, parfois j'ai du mal à faire travailler 2 personnes ensemble. La communication est un problème, nommer les choses est encore plus un problème. Le boulot de l'informatique, c'est de prendre des concepts plus ou moins finis et de les rendre extrêmement concrets. C'est compliqué. Et donc, ça pose des problèmes. Je pourrais en parler 1 heure, donc je vais donc aller assez rapidement au point numéro 2. Le deuxième point, c'est l'heure et la date. C'est toujours chiant. Quoi qu'on fasse, l'heure et la date, en informatique, ça merde. C'est très important quand on parle de data parce que toutes les transactions sont liées à cette histoire-là. Non, mais arrête de parler, c'est bon, tout va bien. Ensuite, il y a le sémantique et le binaire. Alors ça, c'est un point sur lequel je vais me poser 2 minutes. La sémantique, c'est quoi? C'est quand vous faites du code, vous décrivez quelque chose. Décrire quelque chose, c'est expliquer à l'ordinateur comment ça se passe. La raison pour laquelle moi j'aime bien le code fonctionnel, c'est que je trouve que le code fonctionnel décrit littéralement ce qui se passe. Si vous prenez une liste et que vous dites pour tout élément de la liste, multiplie-le par 2, je trouve que ça explique ce qu'on fait. Alors que si tu dis, j'ai une variable qui s'appelle i, elle est égale à 0, je vais rentrer dans une boucle. Tant que i est inférieur à, vous voyez, c'est pas du tout sémantique, je suis pas du tout en train de faire la même chose. C'est pour ça que j'aimais bien le code fonctionnel. L'autre chose, c'est, prenons un exemple hyper simple. Vous prenez Maven, ou Composer. Vous avez la description très concrète de vos dépendances. Toutes les versions supérieures à 2. Toutes les versions 2.x. Vous avez la liste des dépendances de façon très concrète. Le binaire, par contraste, c'est quoi? C'est le truc qui s'exécute. C'est un machin qui n'est pas lisible, qui est incompréhensible, et qui exécute des trucs. Le dossier /lib que vous mettiez à l'arrache en allant télécharger des morceaux de code dans des forums PHP BB il y a 10 ans, c'est du binaire. On ne peut pas reconstruire les dépendances à partir de quelque chose. Vous êtes dans un truc qui est piégé. C'est l'histoire de tous les projets qui étaient en Ant, qu'il a fallu convertir en Maven, et où c'était la panique absolue. Et globalement, vous pouvez toujours descendre de la sémantique pour aller vers du binaire, mais vous ne pouvez pas créer de la sémantique à partir du binaire. C'est pas possible. Et ça, c'est compliqué. Ça veut dire que si vous faites un script Chef ou Puppet, vous faites du binaire.
Donc, quand vous déciderez de changer, vous le foutez à la poubelle. Ça fait 8 ans que chez Clever, on n'a pas changé la description sémantique d'une application. Et ça se déploie toujours. La façon dont ça se déploie, on l'a changé 3 fois depuis. Mais ça se déploie toujours, c'est sémantique. On peut descendre de l'un à l'autre, mais pas remonter. Et le problème de ça, c'est que modéliser le monde, c'est très compliqué. Donc on ne peut jamais aller au maximum de la sémantique. Il y a toujours un moment où on doit couper. Et en même temps, si on fait rien de sémantique, on produit une grosse daube, qui est un investissement technique de faible qualité, un POC. Et donc, vous devez en permanence avoir la balance entre les deux. Par contre, ce qui est très important, c'est que pour faire les choix, il faut que vous soyez capable de comprendre ce qui est du binaire et ce qui n'en est pas. Ça a lié à un deuxième truc de l'informatique moderne, c'est que l'informatique moderne est en train de se confronter enfin à une vraie science. Descartes, au XVe siècle, non, 16e, 15e, je sais plus. Descartes a expliqué la démarche scientifique par ce qu'on appelle le réductionnisme. Tout problème se découpe en petits problèmes. Et à la fin, tu as résolu ton gros problème en découpant en petits problèmes. C'est ce qu'on appelle le réductionnisme. Et en fait, le problème du réductionnisme, c'est qu'il dit que tout est modélisable. Sauf que je ne suis pas d'accord avec ça. Vous allez essayer de m'expliquer avec des mots, concrètement, comment vous êtes capable de reconnaître que ceci est un iPhone et que ceci est une remote. Essayez de formuler quel est le processus de vision qui permet ça. Et là, en le faisant normalement dans votre tête, vous vous rendez compte que vous en êtes incapable. Pourquoi? Parce que la vision est quelque chose de tellement abstrait et c'est un concept tellement automatique qu'on a appris à un moment où on n'avait pas la parole, dans notre évolution, qu'en fait on n'a pas de concept pour le bidouiller. Et c'est ce qui explique que pendant des années, quand on a essayé d'apprendre à un ordinateur à voir, donc de faire de la reconnaissance d'objets, on s'est planté. Parce qu'en fait, c'était pas possible à faire. Et quand on avait 7,2% de réussite, c'était magique. On a commencé à faire des progrès dans ça quand on a fait du machine learning. Le machine learning, c'est quoi? On prend des réseaux de neurones, on balance dedans, et en fait, on apprend à l'ordinateur comment voir. On n'est toujours pas capable d'expliquer comment on voit. On applique juste le même fonctionnement que ce que nous, on a subi à notre naissance. Et là, vous entrez en plein dans les sciences à ce qu'on arrivé à l'entrée de la complexité. Il y a un mec qui s'appelle Edgar Morin qui a écrit un nouveau discours de la méthode. Et Edgar Morin vous explique que tout système finit par être complexe et qu'il faut être capable de comprendre les bornes de ton système et de raisonner en complexité à ce moment-là. Et que la complexité, c'est la capacité à accepter un système dans son ensemble et à comprendre que ces interactions sont parfois plus complexes qu'une simple modélisation. Et ça, c'est arrivé d'abord en sociologie, parce que comme toutes les sciences molles, c'était simple à faire, et c'est en train d'arriver dans toutes les autres sciences, dont la biologie, par exemple. Aujourd'hui, si vous cherchez, vous trouverez des choses qui font référence à la biologie des systèmes, c'est-à-dire le moment où on dit, alors, en fait, cette histoire d'ARN qui se transforme en ARNT, qui se transforme en machin, et à la fin, tu as une protéine, et ça a l'air d'être un beau cycle comme ça, comme en fait, tu as toujours des erreurs de transcription au milieu, et qu'en fait, tu as des protéines qui changent la transcription, en fait, c'est peut-être pas un système si linéaire et propre que ça, et en fait, c'est peut-être un système complexe. Et donc, ça, c'est l'arrivée de la biologie des systèmes. Vous voyez le plan? Là où vous vous dites, putain, où est-ce qu'il veut en venir? Mais là où je veux en venir, c'est quand vous prenez des décisions techniques entre le sémantique et le binaire, vous êtes en train d'accepter cette complexité-là. Et donc, vous devez être capable de borner et surtout d'être capable de dire exactement où est le caca, votre binaire. Où est le caca? Si vous reposez dessus, vous avez un problème. Le quatrième gros problème de l'informatique moderne, c'est la data. Pourquoi? Parce que la donnée, ça a une gravité. Quand je dis que ça a une gravité, ça n'a rien à voir avec la solennité d'un président en train de faire une allocution. Je parle de ce champ de distorsion, de cette attraction que ça a. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tous les programmes sont des trucs qui globalement prennent de la data en entrée, crouchent de la data, sortent de la data. Et en fait, que vous utilisiez une database ou un event broker, vous allez être lié à des problèmes de... la donnée, il faut la lire sur le disque, il faut l'écrire sur le réseau. Comment on fait? Comment on gère ce problème-là? Comment on fait des transactions là-dedans? Et donc, pour faire tout ça, on est tous liés à un truc qui est le cap théorème.
Qui connaissait le CAP théorème? Le CAP théorème, c'est quoi? C'est un truc qui dit consistance, availability, partition tolerance. C'est-à-dire que soit votre donnée, elle est consistante. Par exemple, vous faites des comptes bancaires, vous avez intérêt à ce que la donnée soit consistante. Soit elle est disponible tout le temps, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas casser le système, vous avez un maximum de disponibilité de votre système, et soit elle a une tolérance au network partition, c'est-à-dire que ces différents membres du cluster vont plus être capables de se parler pendant un moment et ils vont être capables de se réconcilier après. Globalement, vous pouvez toujours faire des mix acceptables de 2 éléments, mais jamais des 3 à la fois. Et tous les gens qui vous vendent quelque chose qui est capable de gérer le problème ont tort. Ce sont des menteurs, toujours. Parce que c'est impossible en termes de physique. C'est de l'électricité, si vous préférez. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous allez faire des choix, vous allez faire des choix techniques en fonction de gestion de la data, et en particulier de la gestion des transactions. Est-ce que vous avez besoin que votre donnée soit toujours dispo? Mais en fait, ce n'est pas très grave si à 100 millisecondes près, tout le monde n'est pas d'accord dans le cluster. Ce qui est peut-être vrai. Parfois, ce n'est pas vrai du tout. Ce qui veut dire que vous allez peut-être utiliser plusieurs data stores ayant des propriétés différentes. Ce qui veut dire que vous devez comprendre comment ces data stores résolvent leurs problèmes de transaction. Ce qui veut dire que vous devez aller lire leur code. Les I/O, c'est chiant. Les I/O, c'est quoi? C'est lire sur le disque dur et c'est parler au réseau. Moi, je connais très peu d'applications qui ont des problèmes de CPU. Une application lente, c'est rarement le CPU, c'est quasi jamais la RAM, parce qu'en vrai, la RAM, on en a plein. Une application lente, c'est les I/O. C'est votre DB qui rame, c'est votre relation à la DB qui rame, c'est ce que vous voulez là-dessus. Tous les trucs qui vous disent on a gagné tant dans le CPU, alors surtout quand les mecs ne savent pas faire de code low level, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est les I/O. Les I/O, c'est quoi? Je vais essayer de vous donner des références. Ça, c'est des chiffres d'I/O. Imaginez, vous vous levez le matin, vous allez prendre votre petit déjeuner. Chance! Vous aviez acheté du pain la veille. Vous prenez du pain sur la table de la cuisine, vous le découpez en tranches, le mettez dans le toaster et vous mangez votre pain. Ça vous a pris une petite minute. Ça, c'est la lecture dans le cache L1 du processeur. Le cache L1 du processeur, c'est vraiment le cache le plus proche de l'unité de compute du processeur. C'est vraiment juste à côté. Ça fait 0,5 nanosecondes d'aller lui parler. Merde, vous n'aviez pas acheté de pain. Vous allez dans le cache L2. Vous êtes toujours dans le processeur. Hein. Dans le cache L2. En clair, là, toujours sur mon exemple de pain, vous descendez de chez vous, vous allez à la boulangerie, vous achetez du pain, vous remontez, grillez, mangez. 15 minutes. Vous êtes toujours dans le pros. Imaginez maintenant qu'en fait, votre donnée, elle est dans la RAM. Vu que la donnée est dans la RAM, vous me dites, c'est pas loin. Je vais continuer avec mon analogie du pain, parce que pour aller chercher la donnée dans la RAM, si c'était votre croissant du matin, vous allez à la gare, vous prenez le train pour Paris. Il est en retard d'1 heure. Non, arrêtez, la ligne Normandie, en vrai, c'est quand même la peine. Je ne l'ai jamais pris à l'heure, moi. Vous allez dans le centre de Paris, vous achetez du pain, vous rentrez, vous avez 1 heure de retard, vous arrivez chez vous, vous faites votre tartine, il s'est écoulé 4h20, vous avez pris votre petit déjeuner. On est littéralement en train de comparer manger du pain que vous avez chez vous à aller faire votre pain à Paris un jour où la ligne Normandie est particulièrement perturbée. Enfin, un jour, quoi. Ça, c'est aller dans votre mémoire vive. Allez, vous avez des SSD. Les SSD, c'est cool. Votre mémoire est super rapide. Alors, si vous allez sur votre SSD, le temps que ça vous prend pour aller chercher votre pain, c'est qu'en fait, vous plaquez tout. Vous achetez une ferme. Vous faites croître du blé. Vous meulez le blé. Vous apprenez à faire du pain. Il s'est écoulé 208 jours. Vous avez votre tartine. J'espère que vous avez trouvé autre chose à bouffer entre-temps.
208 jours. Et ça, vous parlez à un SSD. Et ça va de mal en pis. Imaginons que mon disque, en fait, mon disque dur soit pas un SSD, mais un disque tournant. Alors là, vous prenez une fusée d'Elon Musk et vous faites un voyage en direction de Pluton. Vous y arrivez en 15 ans. Là, vous avez le temps de faire un peu de terraforming, faire pousser du blé, faire pousser votre pain, reprendre une navette dans l'autre sens. Il s'est écoulé grosso modo 100 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un mec qui a fait la guerre 14-18 mangerait enfin sa putain de tartine. Et on pourrait avoir un débat sur la place du maréchal Pétain. Non, on a dit qu'on n'en parlait pas. Et là, vous avez votre tartine de pain. Et ça, c'est votre disque dur. Alors, au moment où je vous parle d'aller sur le réseau chercher de la donnée, c'est un petit peu comme si vous aviez un vaisseau supraluminique, vous faites route à fond la caisse vers Alpha du Centaure, arrivez à peu près aux 2/3, vous vous arrêtez, il y a un mec qui a ouvert une boulangerie, il se trouve qu'il a une très bonne note sur Bucket Advisor, du coup vous y allez parce que le mec fait du très bon pain, et vous rentrez dans l'autre sens en cryogénie. Total de l'opération, 570 ans, vous avez mangé votre tartine de pain. Pourquoi ça c'est important? Parce que tous les gens qui vous expliquent que non, sur Amazon, utiliser l'élastic storage, c'est pas gênant même s'il est sur le réseau, vous voyez bien qu'entre je vais chercher mon pain à Paris et je vais le chercher à proximité de Proxima du Centaure, on est quand même sur une petite différence. Et donc là, votre database, elle va ramer, d'où en fait, quand vous voulez faire chier avec « je vais faire du Go parce que tu comprends, c'est plus rapide » et que derrière, vous utilisez un stockage réseau pour mettre votre database, vous êtes en train de vous foutre de ma gueule. C'est ça la conséquence. Donc quand on pense aux IO, c'est ça auquel il faut penser. Les IO, c'est chiant, c'est compliqué. Et comme les IO, c'est chiant et c'est compliqué, on finit toujours par faire la technologie la plus moisie de l'informatique. On met du cache et quand on a mis du cache, on a résolu notre problème de cache et généré un problème d'invalidation du cache qui nous ramène au problème de gestion du cap théorème et des transactions. Là, vous avez les 5 gros problèmes de l'informatique. D'accord? Donc, quand vous faites un choix technologique, essayez de faire un choix technologique éclairé en fonction de ça et de prendre des décisions en fonction de ça. Parce qu'en fait, il n'y a pas de bonne solution. Vous ne ferez que des trade-offs. Et en fait, c'est ça votre métier, c'est de faire des trade-offs. Quand Amazon fait des trade-offs, quand Apple fait des trade-offs, quand Google fait des trade-offs, ils font leurs trade-offs, ils vous montrent toujours le bright side, ils vous montrent jamais le downside. Et vous, en interne, vous faites d'autres trade-offs qu'on liés à votre business, à vos problèmes et à votre cas, qui sont des trade-offs parfaitement acceptables. N'ayez jamais honte de vos trade-offs, parce que vous les avez pris pour de bonnes raisons, et vous connaissez rarement les raisons qui ont conduit d'autres gens à prendre des trade-offs. Par contre, vous pouvez vous appuyer sur ces frameworks de réflexion pour prendre les bons trade-offs. Quand vous faites de l'informatique, vous devez toujours appliquer votre vision sur des vrais cas d'usage. Vous apprenez, c'est toujours mieux que la rumeur. Et du coup, vous faites fonctionner votre système. Parce que si on y réfléchit bien, en tant que développeur, votre boulot, il n'est pas de savoir écrire du code. Votre boulot, il est d'automatiser un job passé. On est dans un marché où ce qui se passe, c'est qu'on est en train d'automatiser le cerveau humain et qu'à la fin, il restera quelques boîtes. Et le monde, c'est tout petit. Quand on dit software is eating the world, le monde, c'est minuscule. On va facilement à New York, ça ne nous prend pas beaucoup de temps. C'était mieux avec le Concorde, on avait beaucoup de chances de mourir, mais c'était plus rapide. Et donc, votre métier, en tant que développeur, c'est de savoir, si vous êtes développeur bancaire, votre boulot, c'est d'être un banquier qui sait coder. Et c'est pour ça que les développeurs font souvent leur carrière dans une même verticale. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est de connaître ce métier-là. Et ça, c'est un truc que j'appelle, c'est un billet de blog qui s'appelle What the Developer Job. Et c'est ça, votre boulot à vous, c'est de rendre votre boîte plus productive dans un contexte de compétition économique. Donc pour ça, vous devez construire votre succès, vous devez construire votre image. La track record, c'est le truc le plus important que vous puissiez avoir. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous créez un projet, vous introduisez une nouveauté. Si vous êtes sur du J2E 1.4 appuyé sur une base Oracle et déployé à la main, ce n'est pas une bonne idée de faire un saut et de déployer que du Haskell en utilisant 4 bases NoSQL dans un Kubernetes. Ça fait plein de nouveautés à la fois, ça va craquer.
Et donc, pour éviter ça, vous introduisez une nouveauté, une nouvelle DB, un nouveau langage, un système de déploiement. Vous essayez d'introduire des nouveautés de façon contenue, d'abord pour savoir si le projet est un succès ou un échec, que du coup vous pouvez attribuer à un seul truc, et pas on ne sait pas trop dans la masse. Et ensuite, parce que comme ça, vous allez être capable de construire des succès. Et plus vous construisez des succès dans votre entreprise, dans votre organisation, plus vous devenez ce qu'on appelle un champion. Et en tant que champion, vous allez être capable de driver le futur technologique dans l'entreprise et d'améliorer la façon dont elle fonctionne. Et du coup, vous pourrez continuer à vivre dans ce monde merveilleux où les conférences, on vous parle de super technologie parce qu'en fait, vous ne serez pas en train de rentrer le lundi matin dans un endroit chiant, mais vous pourrez vous servir en vrai des technologies en étant fier de ce que vous faites. Merci beaucoup de votre attention. On a 4 minutes pour les questions. Cool. Qui a une question? Et moi, j'ai des crayons à offrir à ceux qui posent les bonnes questions. Il reste toujours le premier, et après c'est bon. Une question. Personne n'a une question? Tu les as intimidés, je crois. J'ai donné envie à des gens d'utiliser Clever Cloud Test. Il y a des gens qui vont du coup utiliser Clever après? Ouais, un peu quand même. Faut encore que je lutte. Hein. Non, pas du tout de questions. Ah, c'est bon. Donc si j'ai bien compris, le choix des technos, ça dépend vachement de l'expertise qu'on a dans le domaine. Et enfin, est-ce que vous avez des moyens pour acquérir cette expertise plus rapidement et pouvoir du coup faire les bons choix Ouais. Pour moi, les moyens sont toujours les mêmes. Le travail est très essentiel. Il faut quand même toujours beaucoup travailler. Bon, après, moi, j'ai une culture qui vient de ça. Je fais le conservatoire, je du violon. Violon, c'est simple. Vous faites 4 heures de violon par jour. Sans ça, vous ne savez pas jouer de violon. C'est assez simple. En fait, vous avez cette quantité-là de boulot. Toujours considérer les choses comme ça. Quand tu vas utiliser une database, tu vois, par exemple, il y a soit tu prends le paquet tout fait, tu le lances et tu fais les requêtes du Hello World. Et là, ça se passe toujours bien. Ça se passe mal, et là, c'est quand même déjà on entre dans le dur, quoi. Mais en général, ça se passe bien. Par contre, maintenant, tu prends ton sujet database, tu vas lire le code de la data, tu essayes de la compiler toi-même, et en fait, ça va merder, tu vas galérer en faisant ça. Et en faisant ça, tu vas apprendre des trucs. Une des choses, par exemple, on dit assez peu, parce que ça angoisse tout le monde, mais chez Clever, on utilise beaucoup une distribution Linux qui s'appelle Exerbo. Exerbo, c'est un fork de Gentoo fait par des gens qui trouvaient que Gentoo n'était pas assez propre et pas assez pur. Donc une distribution source-based où tu fais tout. C'est-à-dire que tu n'as pas à péter get. Quoi. Tu télécharges les sources, tu compiles, tu la fais fonctionner, tu choisis tes flags de compile, etc. On ne se fait pas cette distrib-là parce que ça a de bonnes perfs et que c'est facile et que c'est agréable à employer. Sauf qu'on est puriste, donc ça nous amuse de l'employer. Mais on le fait essentiellement parce que vivre sous Exerbo tous les jours avec le lot d'emmerdes que ça apporte, crée une compétence sur comment fonctionne un système Linux qui est monstrueuse. C'est-à-dire qu'en fait, dans la boîte, on a 3 committeurs du kernel, parce que quand tu le compiles toi-même, il y a quand même plus de chances pour que tu ailles fixer un bug. Tu vois le point? Et donc pour apprendre, ce que je recommande, c'est de faire ce qu'on essaye de te dire, il ne faut pas le faire. Parce qu'en fait, si, c'est comme ça qu'on apprend. Et il y a une différence entre faire un truc sur son laptop et faire un truc en prod. En prod, par contre, tu ne vas pas mettre ça. Tu vas pouvoir faire autre chose. Mais tu vas prendre de la compétence sur ton laptop et ensuite tu vas le faire. Un exemple, Philippe, qui travaille avec nous, sa spécialité, c'est de réécrire tous les trucs à la mode. En ce moment, il réécrit un function as a service. Il ne réécrit pas un function as a service parce qu'il pense qu'un function as a service en Golo va dominer le monde. Un peu quand même. Il le fait parce qu'il veut être sûr de bien comprendre les enjeux d'un function as a service. Tu me dis, hein, si je... Tout comme il l'a fait sur un système de CI, tout comme il a été commité dans un truc qui faisait du Git et qui était probablement le meilleur entre tous, qui s'appelle Gitbucket, et il a essayé de nous le vendre 20 000 fois avant de dire que GitLab c'était cool. Mais il va apprendre en faisant ça. Et tu vois, ce qu'on utilise en prod, c'est GitLab. Mais il a fait des commits dans Gitbucket. Tu vois ce que je veux dire en termes de... Tu me dis, hein, si je...
Est-ce qu'on a une dernière question ? Bah, vous pouvez l'applaudir alors.